toi, à quel moment tu t'es permis? Merci. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire l'update lecture de février-mars 2022. J'ai lu beaucoup trop de livres durant février-mars. J'ai donc fait une sélection de 6 livres sur lesquels je vais débattre aujourd'hui. Non, je ne vais pas du tout débattre. Non. Il y a quelques livres qui rattrapent le tout, mais sinon, c'est vraiment une update lecture de la déception. Donc, si jamais ça vous intéresse, let's go. Premièrement, nous allons parler de This Woven Kingdom de Tahereh Mafi, le premier tome de sa nouvelle trilogie. Nous allons ensuite parler de Reminders of Him de Colin Hoover. Nous parlerons de A Shadow in the Ember de Jennifer L. Armentrout, le premier tome de la saga préquelle de From Blood and Ash. Neon Gods de Kaylee Roberts. You and Me on Vacation de Emily Henry. Et pour clôturer, nous parlerons de Love and Other Words de Christina Loren. Restez parce que ça c'est une énorme déception. Mais avant tout, commençons par le rant numéro 1. Je suis toujours dans le déni de ce que j'ai lu. Tahereh, qu'est-ce que tu nous as pondu là? C'est donc le premier tome de sa nouvelle trilogie de fantasy young adulte. Et laissez-moi vous dire que après la fin de la saga Shatter Me, j'avais plus que hâte de découvrir son nouvel univers. Je me suis dit, vas-y, c'est un Shatter Me 2.0, ça va être encore mieux. Hello, darkness, my old friend. C'était nul. Je t'aime, Tahereh, je t'aime et je te défendrai jusqu'à la fin de ta vie, mais objectivement, ce livre était nul. Suivant l'histoire de Kamran, le prince de ce royaume, il a toujours entendu depuis qu'il est tout petit une prophétie qui annonce que une personne serait à l'origine de la destruction de son royaume. Donc, il se prépare mentalement à la tuer, à tout ce que vous voulez. Il est à l'affût, il la cherche. C'est un prince qui est extrêmement cruel, extrêmement froid. Et de l'autre côté, nous avons Alizée. Alizée, une espèce de servante, cette fameuse Alizée, se retrouve être pickpocketée dans la rue. Et le pauvre petit garçon, écoute, tu n'as pas réussi à me pickpocketer parce que je suis un ninja, arrête de faire ça, ça ne sert à rien. Sauf que Kamran a observé cette scène et il est convaincu que parce que cette fameuse servante n'a pas tué ce petit garçon, elle est une espionne. Le résumé de ce livre ne tient pas debout et c'est pour ça qu'il n'est pas écrit, je pense, sur la 4e de couverture. Ah, il est écrit là, pardon. Au lieu de dire qu'elle n'a pas tué le petit garçon qui l'a pickpocketé, c'est écrit « Until one day, she makes a mistake ». C'est totalement décalé la réaction du prince comparée à son action. Le prince, t'es en mode « Oh my god, elle ne l'a pas tué ». C'est elle la meuf de la prophétie. Il est parti au quart de tour. Il a fini par aller jusqu'à là où elle travaille en tant que servante pour toquer à la porte. Il tombe fou amoureux d'elle et là il dit finalement non, on ne va pas la tuer. Le principal problème pour moi c'était des incohérences pour l'intrigue et les personnages. Kamran nous a vendu un prince hyper méchant, impitoyable et tout, et à la seconde où il croise le regard envoûtant de Alizée, il est amoureux, il ne veut plus la tuer. Elle est trop belle parce que putain il l'a répété mais 75 fois qu'elle était trop belle, il ne veut plus la tuer. Vas-y, il sait comment ça marche dans son royaume, il va pas faire l'aveugle, il sait très bien que les servantes elles sont maltraitées. Le mec quand il met le pied dans la maison des servantes pour trouver Alizée, il est scandalisé, il dit « Oh my god, non mais vous avez vu comme vous êtes maltraitée, non mais c'est quoi ça ?» C'est très gentil, mais ça fait 45 ans que c'est comme ça dans ton royaume et toi tu te réveilles maintenant parce que t'es in love d'une servante. Et la petite Alizée, elle aussi, je suis désolée, elle était tellement transie de peur à chaque fois que Kamran entrait dans la pièce qu'elle n'était même pas capable de parler, elle ne pouvait même pas aligner 2 mots, elle se cache en fait. Il y a une scène à l'intérieur de ce livre où ça se passe justement dans la chambre de Alizée. Pendant 2 chapitres, elle le détruit de A à Z, elle enchaîne punchline sur punchline, elle fait des paragraphes comme ça, alors qu'elle n'a jamais ouvert la bouche de tout le roman. Je n'ai pas du tout été convaincue par cette histoire. En fait, les personnages, je les ai trouvés pas logiques. Ces défauts-là étaient présents dans Shatter Me d'une certaine manière. Mais ils étaient tellement légers que tu pouvais l'excuser ou tu pouvais l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Mais là, tous les défauts de Tahereh, j'ai l'impression qu'ils ont été exagérés fois 1000 et que du coup, ben en fait, tu ne peux pas ne pas le voir. Malheureusement, je n'ai pas du tout été convaincue. Pour moi, l'intrigue est tombée à plat. Les personnages sont tombés à plat, c'est très dommage. Sur une note plus positive, parlons maintenant de Reminders of Him de Colin Hoover. Cette autrice, je l'aime de plus en plus à chaque roman. Chacun de ses livres, c'est vraiment une immersion en fait dans un univers. Aucun ne se ressemble, mais à chaque fois, elle arrive à te captiver et faire quelque chose de mémorable. C'est donc un contemporain, new adulte, même si c'est pas vraiment une romance.
Les gars, je suis désolée, mais comme il y a le camion poubelle, je vais tenir mon micro comme ça parce que je veux pas perdre du temps de vidéo. Nous allons suivre l'histoire de Kenna, qui vient de sortir de 5 ans de prison. On ne sait pas pourquoi elle est en prison, on ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est que Kenna a une fille de 5 ans dont elle a été séparée à son arrivée en prison et qu'elle veut absolument la retrouver. Elle va donc retourner dans son ancienne ville et là, elle va rencontrer Ledger, patron d'un bar. C'est un petit peu la première personne qui lui témoigne de l'affection et de la douceur, sauf que elle va se rendre compte qu'en fait Ledger c'est quelqu'un qui est très relié à son passé et notamment à la raison pour laquelle elle a terminé en prison. Et je vous la conseillerais pas forcément quand vous vous sentez pas très bien parce que je vous avoue que c'est le genre de livre dans lequel il faut que tu te plonges à 3000% et que tu ressentes tout ce qui se passe en même temps que le personnage principal. J'avais vraiment l'impression que j'étais elle et que je vivais son histoire, les entrailles qui étaient nouées. Il y a un dégoût, une haine et en même temps un désespoir en fait dans cette histoire qui t'attrape et t'arrives pas à en sortir jusqu'à ce que t'aies terminé le livre. J'avais l'impression que l'avenir de Kenna dépendait de ma lecture. Tant que je n'avançais pas dans les pages, Kenna restait coincée dans cette situation et que pour la libérer, il fallait que je termine le livre. Je voudrais applaudir le travail de Colleen sur le changement d'avis. C'est triste parce que souvent quand tu démarres un livre, il y a ceux qui pensent blanc, ceux qui pensent noir et les personnages souvent ne changent pas d'avis. L'être humain c'est ça, c'est une personne qui change, c'est une personne qui est influençable et ça il faut le noter. Lorsque tu passes 5 ans de ta vie dans un certain contexte avec des personnes qui te racontent des choses, qui te manipulent sans vraiment le savoir parce qu'elles-mêmes sont manipulées par leurs propres émotions et par leur propre vision de la situation, tu ne peux pas contrer l'image qu'elles te donnent et tu ne peux pas refuser l'opinion qu'elles te donnent. Et toi tu vas te dire que tu es légitime de penser ça, tu vas être certain que c'est la bonne chose à penser, mais une fois que tu changes de point de vue et que tu parles avec des gens de l'autre côté, tu te rends compte qu'en fait, peut-être pas. Et Ledger, il a eu le courage de se poser la question, et si j'ai eu tout faux depuis le début? On ne le voit pas assez ça dans les livres et franchement ça m'a fait du bien. On a vraiment montré que l'être humain c'est quelque chose qui a le droit de se tromper, c'est un être qui a des émotions et qui est mené par ses émotions. Comme je vous ai dit, Kenna elle sort de prison donc évidemment elle a fait quelque chose. Quand tu ne connais pas la personne et que tu ne te mets pas à la place de la personne, tu peux pas comprendre ce qu'elle vit et que c'est presque normal de penser peut-être du mal d'elle, mais en fait quand tu es dans la tête de Kenna tu n'arrives pas à penser ça parce que tu as toute l'histoire. Je sais que parfois on dit non mais on s'en fout du contexte, le contexte ça compte pas, ce qui compte c'est les actes, mais genre moi je suis quelqu'un qui est grave attaché au contexte. Merci Ledger d'avoir osé douter. Même s'il y avait vraiment des changements d'avis, des doutes, des hésitations, ça ne faisait pas de ce livre quelque chose de torturé et de compliqué. C'est vraiment un paradoxe énorme parce que cette histoire était douce. Cette histoire c'était vraiment de l'eau. Ça coulait de source, il n'y avait rien de forcé. Et même leur petite romance à tous les deux qui est quand même au second plan, elle aussi, elle n'était pas forcée. C'était vraiment léger et c'est ouf parce que ce livre est tout sauf léger, mais il y a une légèreté dans les personnages, une douceur dans les personnages que moi personnellement j'ai adoré. Ensuite, on va alterner le bien et le mal. On a parlé de Tahel et ma fille, une de mes autrices préférées qui m'a déçue. Parlons de Jennifer Armentrout, une autre de mes autrices préférées qui m'a déçue cette année. Jennifer Armentrout, incroyable autrice de paranormal, je tiens à le préciser, a commencé depuis 2 ans à faire de la fantasy. Blood and Ash, elle a décidé de faire un préquel. Donc en gros, raconter l'histoire de la première Maiden, donc l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Poppy, qui s'appellerait Serafina. Elle doit se marier à ses 16 ans avec le Primal of Death. Le jour de ses 16 ans, elle est en mode allez, j'ai attendu ce moment toute ma vie et le mec ne se pointe pas. Donc elle se dit je suis la déception de ma famille. Sa mère la renie, tout le monde la renie et la meuf est passée de princesse à servante du jour au lendemain. 2-3 ans plus tard, elle s'est reconvertie en ninja. Lors d'une escapade où elle trucide des gens, elle tombe sur un groupe de primals, des primos, un primal des primos, et justement elle va se faire remarquer par un des primos qui est en fait le Primal of Death. Bon, nous on a capté direct, mais Serafina elle capte pas. Avant un petit moment il la sauve parce qu'elle était à 2 doigts de se faire étriper par un gars et du coup il dit bon ok, je la ramène chez moi, on fait le pacte qu'on avait prévu de faire il y a 3 ans. Et là quand Serafina apprend qu'en fait c'est lui le mec qui l'a nexté il y a 2 ans, elle va être un petit peu vénère. Donc ceci était le synopsis assez approximatif, vous me connaissez, c'était de
la fantaisie avec du cul et des créatures et de la magie. Sérafina, c'est Poppy sous ecstasy. La meuf, elle trucide des gens, elle parle au dieu de la mort comme si c'était son poteau, elle a peur de rien. J'ai trouvé que le Primal of Death, il était vraiment une copie de Hawk. J'ai trouvé que c'était pas du tout original. Tu nous as fait en fait une réédite de From Blood and Ash. Il n'y avait pas beaucoup d'originalité à mes yeux. Donc si jamais From Blood and Ash ça vous avait plu, et ben les gars, je pense que vous allez beaucoup aimer celui-là. J'en attendais un petit peu plus. Je voulais être impressionnée par Jenny ou voir quelque chose de différent tout simplement. Il y a dans ce livre un trope que je déteste. Dans tous les paranormaux fantastiques, à un moment donné, il y a une méga baston. Et la meuf qui n'a aucune expérience en la matière, on lui dit écoute, s'il te plaît, reste caché, ne viens pas te battre avec nous parce que sinon tu vas mourir. La meuf se cache 2 minutes et après elle dit non mais je vois pas pourquoi ils me disent de me cacher, moi je suis totalement capable d'aller me battre en fait. Et elle se fait péter la gueule, du coup faut la sauver, du coup la situation tourne en catastrophe. Hello, darkness, my old friend. Ce n'est pas grave si jamais pendant un moment vous dites ok, je laisse les gens qualifiés se battre et moi j'attends tranquillement en sécurité. Et la fin les amis, alors j'ai fait une story pour parler de la fin et il y a des gens qui m'ont envoyé plein de messages pour me dire mais tu dis n'importe quoi en fait. Les gars j'ai pas rêvé ok, à la fin il y a Poppy. Il y a littéralement une meuf qui s'appelle Poppy. Sauf que ce n'est pas Poppy, enfin ce n'est pas Poppy de From Blood and Ash. Du coup je suis perdue. C'est une autre Poppy? Qui est cette personne? Pourquoi elle a le même prénom? Le seul truc positif de cette histoire c'était les dragons que j'ai trouvé hyper attachants. Il y avait un bail de familier dans le sens ils se transformaient en humains. Il y avait des bébés, ils dormaient avec eux et tout. Ensuite, nous allons parler de Neon Gods de Katie Roberts. Et là, les amis, on va arriver à un flou artistique dans ma tête. J'ai lu ce livre très proche de A Shadow in the Ember et en fait, c'est un peu pareil. Le mec principal a les mêmes vibes et la meuf aussi. Donc, je me suis aventurée dans ce livre en ne sachant pas. Je n'étais pas au courant de ce que c'était. Un retelling de Hadès et Perséphone version BDSM. C'est une romance new adulte. J'en ai lu quelques-unes de romances vraiment BDSM, ça n'a rien à voir. J'ai envie de dire, Cathy, petite joueuse Cathy. L'Olympe est donc une vraie ville qui existe, les gens sont des vrais gens comme nous, ils ont des téléphones et tout. Zeus décide donc de se remarier, il décide que ça va être avec Perséphone. Et du coup elle se dit, ah non, mais moi je veux pas me marier avec Zeus, parce qu'en gros elle, son but c'était de se barrer de l'Olympe. La manière dont Zeus traite ses femmes, pas ouf parce qu'elles sont toutes mortes. Quand elle apprend qu'elle doit se marier avec Zeus, elle court. En fait, elle va jusqu'à l'embranchement de la rivière Styx. Elle se dit, entre les enfers et marier Zeus, je préfère les enfers. Et du coup, Hadès la récupère en lui disant, est-ce que tu as conscience que maintenant que tu es chez moi, tu ne ressortiras plus jamais? Elle réalise que Hadès aime bien les activités. Got me looking so crazy. Les amis, il y a beaucoup de scènes de sexe en public. C'était assez drôle. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. Moi, pour les adeptes de la matière, franchement, vous allez être déçus parce que c'est tranquille. Hein. Donc écoutez, ce n'est pas un livre qui va changer votre vie. C'était une après-midi sympatoche, ça m'a entertained. Ensuite, les amis, parlons d'une autre déception de cette... You and Me on Vacation de Emily Henry. Vous connaissez Emily Henry, c'est celle qui a écrit Betrayed. Je n'avais pas forcément apprécié Betrayed. C'était vraiment la plume de l'autrice. Je retente avec celui-là qui en plus avait un résumé qui franchement intriguait de ouf parce que c'est le genre d'histoire que j'adore. L'histoire s'est répétée comme avec Betrayed. Je n'ai pas du tout réussi à accrocher au personnage et à rentrer dans l'histoire. On va suivre l'histoire de Poppy et Alex qui se rencontrent quand ils sont en première année d'université. Tous les deux ne connaissent personne, ils commencent à discuter. Ils vont faire le pacte de chaque été partir en vacances ensemble. À la base, c'était par désir en fait de sortir de leur zone de confort. Mais au fur et à mesure, ils vont vraiment devenir meilleurs amis. Et leurs voyages vont devenir leur rendez-vous préféré de l'année jusqu'au jour où ils arrêtent de partir en vacances et tout change. Ce livre est raconté avec une alternance de passé présent. Et moi, les gars, Hello, darkness, my old friend. c'est trop dur pour mon cerveau. Je mélange tout, je n'arrive pas à garder un rythme. C'est compliqué pour mon laps d'attention d'avoir une alternance passé-présent. Poppy et Alex ne sont pas malheureusement des personnages qui m'ont marqué. J'ai trouvé qu'ils étaient assez stables. Quand je pense à ce livre et à Betrayed, je vois un bruit de fond. C'est un livre qui n'a pas eu, je trouve, de moments forts, de moments de haut, de moments de bas. C'était constamment
vraiment la même énergie. Franchement, give me more. C'est une plume qui est très calme. Un peu, je pense, qui essaye d'être immersive, mais moi, j'ai pas réussi à m'immerger. Ce qui m'a aussi perturbée avec ces personnages, c'est que tous les deux étaient amoureux l'un de l'autre. Mais vraiment, depuis le début, j'ai du mal à croire qu'ils ont passé 5 ans à aller en vacances ensemble tous les étés, sans qu'il ne se passe strictement rien et sans qu'il n'y ait pas des problèmes, parce que vraiment, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Quand tu passes 2 semaines ensemble, que tous les deux quelque part, il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui explose, quoi. Surtout si vous êtes amoureux. Il y avait trop de self-control, vous voyez, et j'ai eu un petit peu de mal à croire que ça ait pris 12 ans pour que, en fait, ils réalisent qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Donc voilà, malheureusement, ce contemporain, en fait, il était pas du tout remarquable pour moi. Je ne m'en souviens quasiment plus. Ça ne m'a vraiment pas marqué et toutes les scènes se mélangeaient les unes avec les autres. C'est vraiment la confirmation que c'est le style d'écriture qui va pas pour moi, que Emily, elle arrive pas en fait à capter mon attention, elle arrive pas à me faire ressentir des choses et j'arrive pas du tout à accrocher à ces personnages. Je te demande à quoi ça sert de nous faire le racontage des 12 années où il ne s'est rien passé. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le moment où il se passe des trucs. Je n'ai pas aimé ces longueurs. Je sais qu'elles sont faites pour que tu vois le développement de leur relation. J'étais pas assez intéressée en fait pour m'intéresser à le développement de leur relation. Et enfin, les amis, terminons pas en beauté. Love and Other Words de Christina Lauren. Ce livre a fait mes sensations. C'est donc une romance. Ce livre ressemble à la bonne direction. Là, les gens pensent que c'est ça ce qui se passe. J'avais pas forcément envie d'une piqûre de rappel comme ça. À ses 14 ans, Macy déménage à la mort de sa mère. Son voisin, c'est Elliot, un garçon aussi de 14 ans qui vit avec ses parents. Cette histoire est encore une alternance de passé-présent. On suit l'histoire de Macy et Elliot alors qu'ils sont adolescents puis jeunes adultes, tout ce qui leur arrive. Et on va suivre Macy et Elliot alors qu'ils ont 25 ans et qu'ils se retrouvent. La haine, les gars, la haine qui monte en moi là. Les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi comment vous avez fait pour aimer ce livre. Je pense que c'est parce que moi maintenant, je sais déceler là où il y a des problèmes, tu vois. Tu mourras pas 2 fois, frère. Le problème dans cette histoire, c'est que je trouvais que le personnage de Elliot est ultra toxique. Macy n'a pas su se défendre contre ce mec et elle est tombée dans le panneau. C'est censé être une histoire cute où ils grandissent ensemble, ils sont meilleurs amis, puis ils réalisent qu'en fait, il y a peut-être de l'amour entre eux et puis hop, la vie les sépare et ils se retrouvent 10 ans plus tard. Sauf qu'en fait, c'était pas cute parce que déjà quand ils étaient jeunes, ils se parlaient pas très bien. Ils avaient tendance à toujours vouloir se rendre mutuellement jaloux l'un l'autre. C'est-à-dire que Macy, elle était vraiment in love de Elliot. Elliot le savait et il jouait de ça en constamment parlant d'autres meufs et après, elle était en mode mais moi ça me fait du mal quand tu parles d'autres meufs et que tu me dis que t'es en couple avec d'autres meufs. Ah mais ouais mais en même temps je suis pas en couple avec toi donc il suffit que tu te mettes en couple avec moi et là pour le coup je me mettrai plus en couple avec d'autres meufs. T'as pas besoin de la faire jalouser comme ça pour qu'elle se mette en couple avec toi. Enfin, et surtout il y a eu une précipitation. Le père de Macy s'est barré et là le Elliot il lui a sauté dessus et lui a littéralement dit enlève mon pantalon, touche-moi. Le mec il lui a sorti ça et là je vous jure j'ai fait tu te calmes. D'où tu lui sors genre touche-moi comme ça. Si jamais tu as une envie tu peux lui dire est-ce que tu pourrais me toucher s'il te plaît, mais tu lui balances pas un touche-moi comme ça. Il y a eu un événement qui a fait que ils ont arrêté de se parler alors qu'ils avaient 18 ans je crois, mais on ne sait pas ce que c'est cet événement. Mais Macy elle fait que de nous dire que tout est de sa faute. Macy, qu'est-ce qui s'est passé? Elle culpabilise. Et quand à la fin du livre tu apprends c'est quoi la raison, pourquoi est-ce que personne n'a dit à Macy qu'elle n'avait pas à culpabiliser? Elle a des potes et ses potes elles sont en mode oh mais vas-y c'est trop romantique, vous vous retrouvez après 10 ans. Moi de toute façon j'ai toujours su que t'allais finir avec lui, vous êtes faits pour être ensemble, des âmes sœurs. Donc je spoil tout de suite là, je mettrai la tête d'un cochon tant qu'il y a le spoil, ok? Juste après que Macy et Elliot ont fait l'amour pour la première fois, Macy n'a pas de nouvelles d'Elliot, du coup elle va à la soirée, elle va dans la maison, elle ne le trouve pas, elle monte à l'étage, elle ouvre une porte et là elle le voit nu avec une autre meuf dans une chambre. La meuf lui dit ah ouais on a couché ensemble, il m'a dit que genre il était en couple avec moi et tout. 2 possibilités, soit effectivement Elliot a
trompé Macy. Dans ce cas-là, frère, où as-tu trouvé l'audace, audacity, de te repointer 10 ans plus tard en lui disant « Mais je t'ai toujours aimé, mais tu ne veux que moi, tu ne rêves que de moi, de toute façon tu ne m'as jamais oublié, je le sais que tu ne m'as jamais oublié, on est fait pour être ensemble, je sais que tu m'aimes, arrête de mentir, je sais que tu m'adores, que tu ne penses qu'à moi, pourquoi tu repousses ce qu'il y a entre nous ?» Elle n'est pas revenue dans la relation toute seule. La meuf a été contrainte, mais vraiment contrainte à y aller. Deuxième possibilité, Elliot s'est fait droguer ou quelque chose comme ça et s'est fait violer par cette meuf. Et c'est un petit peu ce qu'il nous raconte à la fin parce qu'il dit « Oui, mais je me rappelle pas trop, j'avais bu et surtout, dans ma tête, je croyais que c'était toi. » Mais je m'en bats les couilles que tu croyais que c'était moi, parce que le fait est que ce n'était pas moi. Imaginons, il a été drogué, quoi que ce soit, et il a été violé. On n'en a pas parlé. Enfin, il n'y a eu aucun paragraphe sur ça, aucune prise en compte de la gravité de la situation. Ça a été, mais... Le truc est passé crème dans les deux cas. C'est pas possible de laisser passer ça. Et la petite Macy, comme je vous ai expliqué, eh ben, elle n'a rien pu faire pour se défendre. Bref, j'ai détesté ce livre, Et voilà les amis, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolée pour ce rant, mais j'étais vraiment très énervée à la fin de ma lecture. J'espère que le prochain update lecture sera plutôt positif. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.